Après une longue attente, le premier épisode de House of the Dragon avait réussi à répondre aux espoirs placés en lui. Alors, après avoir marqué l'essai, est-ce que ce deuxième épisode a réussi à le transformer? C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue dans la Citadelle pour cette analyse du deuxième épisode de Hot D. Et avant toute chose, je vais vous faire encore une fois un petit constat général sur mon avis sur cet épisode. Personnellement, je l'ai adoré. Encore plus que le premier, très clairement. C'est un épisode qui prend son temps, c'est un épisode qui rentre dans la politique, dans les intrigues, et dans les motivations des personnages, énormément de dialogue, et voilà, j'aime la narration qui prend son temps. Au-delà de ça, l'immersion est toujours fantastique. Si le premier épisode avait commencé à nous introduire vraiment la profondeur de l'univers, celui-ci double la mise. C'est vraiment le cas, il y a des références cachées, du lore un peu à droite à gauche, il y a toujours des armoiries, des personnages secondaires, énormément de choses, et comme d'habitude, des petites expressions très très martines qui sont vraiment faufilées dans tous les dialogues, et ça fait vraiment super plaisir à voir. Et avant de commencer, comme d'habitude, on va s'intéresser au titre de l'épisode, qui s'appelle cette fois The Rogue Prince. The Rogue Prince, le prince vagabond, le prince solitaire, le prince brigand. Le prince, j'ai la flemme de trouver d'autres mots de traduction, mais vous avez compris l'idée. Il s'agit tout simplement du surnom de Daemon Targaryen, évidemment, mais c'est également le titre d'une des nouvelles de George Martin qui couvre les événements qu'on est en train de voir dans la série, et une des nombreuses nouvelles qui ont été prises pour réaliser la rédaction de Fire and Blood. On va maintenant pouvoir s'atteler à analyser cet épisode scène par scène, et on a enfin un opening, on a enfin... Pas ça, Roddy, pas ça, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Bon, on a enfin notre opening, visuellement il est très réussi, il réussit à conserver une similitude avec Game of Thrones tout en ayant sa propre personnalité, mais par contre, la musique, bon, est-ce que j'ai besoin de détailler plus que ça? Ils ont réutilisé littéralement la même musique que celle de l'opening de Game of Thrones, avec quelques petites différences quand même, parce qu'il manque des mesures. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, ça fait un peu bizarre à l'oreille. En tout cas, je suis évidemment extrêmement déçu de la réutilisation de la musique, parce qu'on est vraiment dans une nouvelle série, avec des nouveaux personnages, une nouvelle intrigue, et je pense que cette série mérite d'avoir sa musique, c'est vraiment la moindre des choses. En plus de ça, on a un nouveau thème Targaryen qu'on entend en permanence pendant tout cet épisode, qui est vraiment très cool, et du coup je me suis un peu amusé à le replacer dans l'opening pour voir ce que ça donne. Bon, évidemment, ça manque de peps, mais ils avaient toutes les cartes en main pour faire un opening hyper stylé. En tout cas, visuellement, c'est très très cool, et il y a pas mal de choses à dire. On se retrouve du coup à Valyria, ou en tout cas sur une maquette de Valyria, qui fait évidemment référence à celle que Viserys est en train de fabriquer, et on suit donc la dynastie Targaryen de ses origines à Valyria jusqu'à aujourd'hui. On la suit à travers une ligne de sang, puisque lignée en anglais se dit littéralement bloodline, donc ligne de sang. Fire and Blood, donc le feu et le sang, c'est la devise de la maison Targaryen, donc voilà, on reste vraiment dans le champ lexical du sang, et on apprend un peu plus tard dans cet épisode par Viserys que la puissance de Valyria serait quelque part basée sur de la magie du sang, on va y revenir, mais en tout cas voilà, vous aurez compris le délire. Et on passe donc successivement de génération en génération, en commençant par Aegon le Conquérant représenté par ses 3 dragons, à ses sœurs qui sont également ses femmes, et notamment Rhaenys, d'où découlera la lignée. On arrive à leur fils Aenys Ier, puis aux enfants de Aenys Jaehaerys mariés à sa sœur Alysanne. Là, la coulée de sang va se démultiplier pour représenter leurs nombreux enfants, avant de se rejoindre en Baelon et Alyssa, les parents de Viserys qui étaient également frères et sœurs. On arrive ensuite à Viserys lui-même, dont on reconnaît la couronne, et à sa femme Aemma Arryn, qui est présente dans la lignée, car c'est sa cousine. A noter que le générique semble évolutif comme dans Game of Thrones, car quand un personnage de la lignée est décédé, son médaillon s'emplit de sang, et c'est le cas d'Aemma, qui est morte dans l'épisode 1.
La lignée poursuit son chemin jusqu'à Rhaenyra, dont on reconnaît le médaillon offert par Daemon dans l'épisode précédent, puis la danse des dragons intervient, avec un sacré paquet d'armoiries, un gros dragon, un gros bain de sang, pour finir sur une vue globale de l'arbre généalogique, qui ne contient finalement pas tant de membres que ça, les avantages de l'inceste. On finit sur un puits où s'écoule le sang, avec les dragons à l'intérieur et le feu. On a donc le feu et le sang, ça rappelle le volcan de Valyria et la magie du sang qui aurait pu peut-être créer les dragons, tout est fort sympathique et ça nous donne un très joli opening. Et là où Game of Thrones était focus vraiment sur le royaume et le jeu des trônes, c'est dans le titre, Hot D est focus sur la famille, House, c'est dans le titre, donc tout naturellement on déroule l'arbre généalogique. Et c'est d'autant plus pour ça que je voulais une musique différente, une musique qui porte cette atmosphère plus lourde, plus intime et familiale et plus dramatique. Quoi qu'il en soit, on commence l'épisode par une crab rave. Non, sérieusement, une fois n'est pas coutume, comme dans l'épisode 1, la scène d'intro et la scène finale sont mis en parallèle. Ici, on a donc le même plan, le même éclairage, la même ambiance sonore qui est très lourde, très pesante, et il y a vraiment un énorme travail qui est fait sur cette ambiance sonore. On a vraiment un mood sur cette intro et cette conclusion. On a vraiment un mood limite horreur, quelque chose qu'on a rarement vu dans Game of Thrones, et voilà, ça met vraiment bien dans le contexte pour ce qui va arriver par la suite. On enchaîne directement avec un premier conseil restreint, où on apprend que 6 mois se sont écoulés depuis le tournoi et la mort d'Aemma Arryn. Donc suite logique de l'épisode précédent, Corlys Velaryon revient à la charge concernant les problèmes grandissants causés par la triarchie, qui maintenant s'attaque à des bâtiments Westerosi. On y voit une nouvelle fois l'indécision de Viserys, qui souhaite éviter à tout prix le conflit, mais donc qui laisse la situation s'envenimer. Il y a toujours cette dynamique des pouvoirs autour du roi, Otto encore une fois parle en son nom, et d'ailleurs c'est assez ironique puisqu'il dit à Corlys une place à la table du roi ne vous rend pas son égal, alors que, encore une fois, Otto se projette évidemment, puisque on pourrait dire exactement la même chose de lui, c'est un peu la même dynamique qu'il y avait avec Daemon dans l'épisode précédent, si vous voulez. Dans cette scène, Lord Corlys est extrêmement direct, on sent qu'il est en train de s'éloigner de plus en plus de la cour, jusqu'à ce que la fracture se consomme définitivement, plus tard, avec le rejet de l'offre de mariage. Le jeu d'acteur dans cette scène est d'ailleurs très intéressant. Dès que quelqu'un adresse la parole à Corlys, il s'en rapproche de manière très agressive et le roi automatiquement désamorce. On apprend au passage que Viserys en fait est pas tout à fait un incapable parce qu'il se prépare à la guerre. Il est déjà en train de réunir des bâtiments de guerre et de monter des alliances, c'est juste qu'il se sent pas encore préparé. D'ailleurs au passage, Lyman Bisbury, donc le Master of Coin, le ministre des Finances entre guillemets, déclare que jamais la couronne n'a fait la guerre avec les cités libres, ce qui est pas tout à fait vrai parce que j'ai souvenir d'Aegon le Conquérant qui utilise ses dragons pour brûler une flotte de Volantis. Enfin bref, c'est pas très important. Rhaenyra intervient à ce moment-là pour proposer en fait d'envoyer directement les chevaucheurs de dragons. Ça présage évidemment de ce qui va se passer plus tard dans l'épisode avec son intervention sur Dragonstone. Elle est donc ensuite écartée du conseil restreint pour aller choisir un nouveau membre de la Kingsguard, de la garde royale, car on a appris entre-temps que le Lord Commander de la Kingsguard, donc le chef de la garde royale si vous voulez, Ryam Redwyne, est décédé. Malheureusement, j'ai pas le temps dans cette vidéo de faire 1 minute de silence pour Ryam Redwyne, donc je vais lui octroyer 1 seconde de silence. Sir Ryam, c'était l'un des plus grands combattants de son époque. Dans la série principale des livres, Bran Stark rêvait d'être comme lui. Et quand Jaime Lannister est nommé Lord Commander de la Kingsguard, il ne se sent pas digne d'avoir la même position que quelqu'un comme Ryam Redwyne a pu avoir. Sir Ryam a même eu l'honneur d'être la main du roi Jaehaerys Ier, mais il a vite été viré en moins d'1 année car il était désastreux et c'est justement un des exemples comme quoi un homme honorable et un très bon combattant ne fait pas nécessairement un bon politicien. On apprend donc qu'il sera remplacé en tant que Lord Commander par Sir Harold Westerling, qui est joué par Graham McTavish, qui d'une manière ou d'une autre arrive à s'infiltrer dans tous les projets de fantasy du monde, c'est assez incroyable. Et c'est donc à Rhaenyra de choisir un nouveau membre qui sera également son garde du corps. Alors là on rallie un peu les deux bouts avec le livre, avec Fire and Blood, parce que dans les livres, c'est après le tournoi et grâce à sa victoire contre Daemon que Sir Criston Cole devient le bouclier juré de Rhaenyra, et tout naturellement, quelques années après, à la mort de Ryam Redwyne, il deviendra le remplaçant de la Kingsguard. Rhaenyra est donc présentée à 7 choix. 7 évidemment, comme les 7 aspects du dieu, comme les 7 membres de la garde royale, c'est bien entendu le chiffre sacré de la religion des Andals, et celle-ci est intimement liée à la chevalerie.
Première observation, j'en veux toujours à HBO d'avoir sans raison changé les armoiries de la maison Lannister à du bleu à la place du violet. On nous présente donc des chevaliers et Rhaenyra veut en trouver un avec de l'expérience en combat réel. Alors en général, dans l'univers de A Song of Ice and Fire, c'est par rapport au tournoi que sont choisis les membres de la Kingsguard. Forcément, on est en temps de paix depuis des décennies et c'est compliqué de trouver quelqu'un qui a fait la guerre. Mais bon, ça permet de tracer un joli parallèle avec ce que Rhaenys disait pendant le tournoi dans l'épisode précédent. Aucun d'entre eux n'ont connu la guerre, patati patata, et c'est pas anodin du tout parce que Rhaenys est littéralement en train de les observer en arrière-plan pendant toute la scène. Petit détail assez marrant, les deux chevaliers qui nous sont présentés sont totalement inventés. En revanche, leur père existe vraiment dans Fire and Blood. Royce Caron et Lyman Mallister. Et ce qui est assez drôle, c'est que Lyman Mallister, en fait, c'est lui qui au final gagne le tournoi qui est présenté dans l'épisode 1, en finale contre Criston Cole, et à l'issue duquel Criston Cole devient donc le garde du corps personnel, on en a parlé juste avant. Et Sir Criston Cole, justement, on va en parler 5 minutes. Alors, la série a essayé un peu de le tourner comme si, je sais pas, c'était un clodo. Tout le monde a un peu de dédain par rapport à lui, alors que normalement, déjà de base, il a gagné un tournoi, donc ça devrait forcer le respect. Il y a énormément de gens qui étaient absolument pas nobles, qui ont gagné des tournois et qui ont fini à des hautes positions dans la chevalerie, comme notamment même Lord Commander de la Kingsguard. Surtout qu'en plus de ça, Sir Criston Cole, donc il s'est distingué pendant le tournoi, mais surtout il est noble. C'est pas parce que son père était steward qu'il est pas d'une famille noble, au contraire. En général, les familles de steward, alors clairement ça en jette pas autant que les seigneurs, mais c'est des familles de la noblesse locale. On en a des exemples partout, notamment la maison Poole dans le nord, qui est une maison quand même mineure mais qui a son importance et qui fournit les stewards de la maison Stark. Dans le Val, le rôle de steward est carrément très très important, c'est presque le premier ministre de la région, on va dire. Et dans le Reach, je vous rappelle que la maison Tyrell, qui est maintenant la maison des lords principaux de cette région, dans le Reach, les Tyrell, à la base, étaient les stewards de la maison Gardner, qui étaient donc les rois de cette région. Donc voilà, c'est pas parce qu'une maison fournit héréditairement des stewards à des seigneurs que c'est des pouilleux, bien au contraire. Pour continuer sur Criston Cole, on apprend qu'il a de l'expérience militaire après s'être combattu à plusieurs reprises contre des incursions d'Ornish dans les marches de Dorne. Alors en effet, c'est une mention très exacte d'un conflit qui est en cours à cette époque-là. Il faut savoir que Dorne n'est donc pas encore rattaché au royaume, et dans la région qui s'appelle les Marches de Dorne, donc c'est-à-dire toutes les régions périphériques qui entourent les montagnes de Dorne, il y a des incursions très récurrentes des forces d'Ornish, et donc c'est la prérogative des seigneurs locaux en fait de les repousser, et il se trouve que Criston Cole est un chevalier au service de Lord Dondarrion, donc de Blackhaven. Donc en effet, cette précision a tout son sens. Par contre, du coup, je comprends pas très bien le commentaire qu'Alicent a lors du tournoi dans l'épisode précédent, en s'étonnant que Criston Cole soit Dornish, alors que pas du tout, au contraire, il combat les forces de Dorne. Finalement, pour conclure sur cette scène, on a donc un commentaire d'Otto qui essaye de faire comprendre à Rhaenyra que c'est plus intéressant d'offrir la position à quelqu'un en fonction de sa stature, de son rang. Et donc ce commentaire d'Otto permet de montrer une nouvelle fois que, en fait, tout est politique, hein. C'est un parallèle direct avec ce qui va se passer plus tard dans l'épisode, avec le choix du mariage et donc la réponse du conseil au choix de Viserys. Petite remarque par rapport à ça, je suis pas hyper satisfaite dans la mesure où la Kingsguard, c'est une des rares choses, une des rares structures qui a pas encore été politisée, avant Cersei, à ce que je sache. Et donc voilà, je trouve que la remarque est peut-être pas adaptée, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de très important, c'est de se rendre compte que Otto Hightower comprend les règles du jeu, il comprend comment la politique marche, un jeu auquel Viserys ne joue pas, et auquel Rhaenyra ne semble pas, en tout cas pour l'instant, à même de participer. On passe ensuite à une des deux scènes entre Viserys et Alicent, des scènes que je trouve vraiment hyper intéressantes, toujours Viserys très bien écrit. Vraiment, voilà, coup de cœur de la narration, c'est l'écriture de ce personnage, parce que dans le livre, on a vraiment très peu d'éléments sur lui et sa personnalité. Et donc, la série en fait un peu un historien, un nerd de l'histoire de Valyria. J'aime trop ça lui donne vraiment de la profondeur, et on y apprend pas mal de choses intéressantes sur Valyria, donc le volcan, la magie, les dragons, et probablement quelques petits indices sur la chute de Valyria. Ce qu'on apprend surtout, c'est que selon Viserys, des mages du sang, donc des mages utilisant la magie du sang, auraient été amenés à utiliser cette magie pour leur conférer leur puissance,
Donc c'est très intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça renvoie directement à l'introduction, qu'on a analysée en début de vidéo, où le sang sort littéralement du bâtiment qui était présenté où les mages résidaient. Et donc il faut savoir que la magie du sang existe dans cet univers. Rappelez-vous Mélisandre et ses sangsues, par exemple, ou Mirri Masdour quand elle essaye de faire revivre le fils de Daenerys et Drogo. Voilà. La magie du sang, ça nous est présenté comme étant la forme la plus sombre de toutes les sorcelleries de l'univers, et donc ça expliquerait possiblement la chute de Valyria, qui est un événement un peu mystique, un peu mythologique, dont on n'a pas vraiment énormément d'éléments. Il faut savoir que dans l'encyclopédie, il est suggéré que donc des mages du sang ont créé les dragons à partir de wyverns. Les wyverns, c'est des espèces de dragons, mais qui ne peuvent pas cracher du feu, qui ont une morphologie un petit peu différente. Enfin, c'est une espèce apparentée. Et donc que ces mages de sang valériens auraient pris cette espèce-là et avec la magie les auraient transformés en dragons. Donc ça rejoint tout à fait ce qui est présenté par Viserys dans cet échange. Au-delà de ça, la relation entre Alicent et Viserys s'étoffe, et maintenant qu'on sait comment ça finit, donc avec l'annonce du mariage, je vais pouvoir en discuter un peu plus sans avoir peur de vous spoiler. Donc voilà, je trouve ça vraiment hyper cool comment c'est développé. On voit que pour Viserys c'est très important parce que c'est le seul endroit où il peut vraiment être lui-même, vraiment s'exprimer. Alicent fait preuve d'empathie, ce qui est absolument pas le cas pour tout le reste des personnes de la cour. Et donc voilà, je trouve que ça matche très bien entre les deux, ça se développe de manière assez organique, même si on sait qu'en sous-main, il y a énormément de politique derrière, notamment de la part de la main du roi Otto Hightower. Dans cette scène, on peut également voir un événement avec une symbolique très forte, qui est la figurine de dragon que Viserys laisse tomber et qui se brise au sol. Alors ça, deux choses. La première, c'est d'un point de vue global, en fait, ça peut représenter évidemment la période de crise qui est en train de traverser la dynastie Targaryen, et donc le règne des dragons qui est littéralement en train de se casser. Mais d'un point de vue personnel, cette figurine de dragon représente évidemment Viserys. Plus tard dans l'épisode d'ailleurs, il se mentionne lui-même comme étant le dragon, et c'est un terme qui est très souvent utilisé comme périphrase de n'importe quel souverain Targaryen. Et donc voilà, quelque chose s'est cassé en lui depuis la mort de sa femme et de son fils héritier. Et quelle est la seule personne qui est là pour le réparer? C'est Alicent, évidemment. Ce qui reste à dire pour cette scène, c'est que, alors toujours je l'avais remarqué dans l'épisode précédent, mais les tapisseries sont toujours là, et à partir du moment où vous les avez vues une fois, c'est impossible de plus les voir, et du coup je suis vraiment très perturbé par ça à chaque fois, et vous verrez dans cette analyse, c'est vraiment pas la seule fois où elles apparaissent dans cet épisode. Et le deuxième détail que j'ai vraiment adoré dans cette scène, et c'est quelque chose que j'avais déjà mentionné un peu dans l'analyse de l'épisode précédent, c'est l'utilisation par les personnages de termes des livres, donc des petites expressions qui sont vraiment très spécifiques à l'univers de Martin et qu'on prononce pas en anglais. Typiquement, quand Viserys casse sa figurine de dragon, il lâche un petit 7 Hells, donc 7 enfers, qui littéralement fait référence à la fois des 7. Et sinon, à d'autres moments dans l'échange entre Alicent et Viserys, ils utilisent des expressions en anglais un peu vieillot, parce qu'il faut savoir que George Martin, dans ses livres, il utilise un style très moderne, très journalistique d'un point de vue littéral, mais par contre il contrebalance ça par l'utilisation de plein de petites expressions vieillottes anglaises que j'appelle des martineries en fait, et donc là, dans cette scène, et même dans toute cette série, ils en utilisent énormément. J'ai vraiment l'impression de voir les livres portés devant mes yeux à l'écran, et ça fait super plaisir, surtout quand on sait que Game of Thrones ne faisait aucune référence directe aux livres, en tout cas pas de cette manière-là. Donc voilà, vraiment un gros plus pour cette scène et pour ces deux épisodes jusque-là. On enchaîne sur la scène du Sept entre Rhaenyra et Alicent, et j'avais hésité à le mentionner dans l'analyse de l'épisode précédent parce que j'avais justement remarqué ce gros bâtiment dans la scène où Rhaenyra survole King's Landing sur son dragon. Donc voilà, apparemment il s'agit bien d'un sept. Je trouve ça un petit peu facile parce qu'en fait, le grand sceptre de Baelor a pas encore été construit à cette époque, et ils en ont profité pour remplacer le vide laissé par le sommet de la colline de Visenya par un autre sceptre qui au final est en tout point similaire. Bon, c'est pas très très important. Cette scène-là, je la trouve vraiment très très belle. Très belle visuellement déjà. Le jeu avec les lumières, avec les petites bougies, les deux filles agenouillées, les plans sont impeccables. Elle est très belle également dans la narration, comment les relations sont écrites. On y voit qu'Alicent tient à son amie Rhaenyra, de la même manière qu'elle tient à son père en fait, et que ça renvoie directement à la scène qui vient de se passer où elle parle avec Viserys. Elle essaye vraiment de les rapprocher les uns des autres, c'est beau à voir. Et cette scène anticipe également le mariage d'Alicent avec Viserys, puisque d'une part, elle parle directement du fait que son père va devoir se remarier au bout d'un moment.
Et il y a un petit double sens aussi sur Rhaenyra qui dit qu'elle veut pas que Viserys la voie que comme une petite fille, alors que c'est littéralement ce qu'Alicent essaye de faire en fait depuis l'épisode précédent. Un autre point intéressant que j'ai pu relever dans cette scène, c'est la mise en juxtaposition entre la mère de chacune des deux filles et la mère, l'une des 7 facettes de la divinité, puisqu'elles sont en train d'échanger sur leur deuil devant ce qui semble être la statue de la mère, avec un M majuscule. Le rapprochement est donc tout à fait naturel. Voilà, rien de plus à dire sur cette scène, vraiment très jolie, très bien faite, très belle visuellement, bien écrite, même si, bon, normalement dans un sept, ça doit être beaucoup plus lumineux, hein, avec voilà la lumière qui représente l'intervention divine, le cristal, on en avait parlé dans la dernière vidéo sur le concept de Baelor, mais pour le besoin de la série, pour l'intimité de la scène, je comprends totalement qu'ils utilisent voilà la pénombre, le deuil et les petites bougies. Et on passe donc à cette scène entre Viserys et le couple Velaryon, la scène où est donc annoncée la proposition de mariage entre Viserys et Laena, la fille de Corlys et Rhaenys Velaryon. Et l'échange commence de la manière la plus typique pour Viserys, hein, vous commencez à comprendre le personnage. Il a senti la confrontation lors du conseil, et donc il cherche directement à la désamorcer, à dissiper toute tension qui pourrait exister. Viserys, c'est peut-être pas le meilleur des rois, le plus fin politicien, mais il est tellement humain. Il déclare que c'est son obligation d'éviter la guerre à tout prix, que c'est son devoir en tant que roi, et c'est vraiment cette ambivalence entre le caractère du personnage et la place et les responsabilités qu'il a qui le rend tout à fait intéressant. Viserys annonce donc que les liens entre la couronne et la maison Velaryon lui importent beaucoup, et ce qu'il raconte va être mis à l'épreuve directement en fait. D'ailleurs au passage il fait une petite blague qui m'a un peu fait sourire, où il annonce que Rhaenys est sa cousine favorite, évidemment. C'est sa seule cousine. Dans cette scène, j'aime beaucoup comment le dialogue colle vraiment au personnage de Corlys, notamment avec sa tirade sur pour éviter les tempêtes, etc. Parce que, évidemment, Corlys est un très grand navigateur, il a parcouru toutes les mers du globe, c'est comme ça qu'il a fait sa richesse. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur Corlys Velaryon, j'avais fait une vidéo en collaboration avec Mestre Thibaut sur l'histoire de la navigation dans Westeros, donc n'hésitez pas à aller la regarder, ou même à aller voir directement sur la chaîne de Mestre Thibaut, il avait fait une biographie de Corlys Velaryon, je pense que ça pourrait vous intéresser. Quoi qu'il en soit, Corlys Velaryon dit vrai, et il cerne totalement le roi et sa politique, qu'on pourrait qualifier de politique de l'autruche. À vouloir constamment éviter les conflits et être conciliant avec tout le monde, il laisse toutes les situations s'envenimer. Donc c'est le cas avec la triarchie, c'est le cas avec Daemon, comme on va le voir, avec la nomination de Rhaenyra comme héritière également, et puis plus tard avec la danse. Mais Corlys, quelque part, commet une erreur en proposant la main de sa fille au roi de cette manière. C'est que, contrairement à Otto, il est bien trop direct, bien trop brutal. D'ailleurs, on comprend bien la situation dans laquelle ça met Viserys. Il n'a pas eu le temps de réellement faire le deuil qu'il est rattrapé par ses obligations, exactement comme dans l'épisode précédent. Le parallèle saute aux yeux. Là où dans l'épisode 1, il était brusqué sur la question de l'héritier dès la mort de Baelon, l'épisode 2 pose exactement la même problématique avec la question d'une nouvelle femme dès la mort de Aemma. Otto le résume extrêmement bien un peu plus tard dans l'épisode, en disant que, malgré sa situation, il n'envie pas le roi. Et comme je le disais, Otto a complètement compris la situation et son roi, puisqu'il ne lui propose pas brutalement un mariage, mais l'amène de manière bien plus insidieuse. Otto est très habile, il sait comment manipuler, et comprend qu'une personne à qui on impose une idée aura bien plus de mal à y adhérer que quelqu'un à qui on la suggère et à qui on fait croire qu'il l'a eu par lui-même. D'ailleurs, le jeu de Considine est vraiment incroyable dans cette scène. Il comprend directement ce que Corlys est en train de lui proposer, son ton et son expression faciale changent du tout au tout en un instant, et il lâche un espèce de petit sourire forcé, on sent vraiment, j'aimerais pas être à sa place, quoi. Pour en finir avec cette scène, Corlys annonce que les Targs et les Velaryon sont les 2 dernières grandes familles valériennes, et ça, c'est un énorme coup dur pour la maison Celtigar, donc qui est la 3e des grandes familles valériennes de Westeros. Je pense qu'on peut tous taper F dans le chat pour les Celtigar, qui pourtant ont un blason très cool, parce que... Et on passe donc à la première de 2 scènes entre Viserys et Rhaenyra, 2 scènes où ils vont s'ouvrir l'un à l'autre de plus en plus sur les conseils d'Alicent, et donc ça commence avec vraiment un malaise qui est palpable, hein. Ils ont littéralement mis au montage sonore des bruits de criquets, et voilà, Viserys il tapote nerveusement sur la table, enfin on sent qu'ils osent pas encore parler de tout ce qui s'est passé, ce qui est bien normal. Et donc, comme je le disais, sur les conseils d'Alicent, ils vont commencer à communiquer l'un avec l'autre, même si, voilà, c'est un début, hein, c'est très court, ça évite le sujet très rapidement.
Une petite phrase que j'ai pu noter, une petite blague de Rhaenyra qui est très très intéressante. Elle dit à son père, mais tu sais, tu peux me dire ce que tu veux, tu es le roi. Donc, évidemment, elle dit ça sur le ton de la rigolade, mais en fait, elle touche vraiment là où ça fait mal, parce que c'est justement parce que Viserys est roi qu'il ne peut rien dire à personne, notamment à ses conseillers. La conversation change donc rapidement de sujet pour mentionner Criston Cole, et on peut voir encore que Viserys est vraiment pur en fait. Le premier réflexe qu'il a quand Rhaenyra lui parle de Criston Cole, c'est qu'il lui dit qu'il fera un très bon membre de la Kingsguard, et c'est en contraste total avec ce qu'Otto lui avait dit quand elle l'avait sélectionné en amenant directement la politique dans la discussion. On voit donc que Viserys vraiment ne fait pas de politique, ne fait pas de calcul, et ne joue pas au jeu du trône. Viserys ne joue pas au jeu du trône, mais le trône joue avec Viserys, puisqu'on enchaîne directement avec la scène où on voit que la coupure qu'il s'est faite sur le trône s'est infectée. C'est évidemment lourd de sens, un très très grand symbole, puisque ça montre que le pouvoir royal, sa situation de roi, l'attaque personnellement et physiquement. C'est également la version concrète de la phrase que Viserys prononçait à Rhaenyra dans l'épisode précédent, que le trône était le siège le plus dangereux du monde. Viserys n'est pas le seul roi à avoir eu des problèmes physiques avec le trône, et un peu comme si celui-ci avait sa conscience propre et rejetait certains personnages, on a également l'exemple de Maegor le Cruel, qui lui se fait littéralement tuer par le trône parce qu'il finit en palais dessus, ou de Joffrey, que vous connaissez bien dans la série des bouquins, qui se coupe également sur le trône. Donc voilà, c'est pas non plus anodin, il y a peut-être un sens caché derrière. Pour le sens un peu moins caché, on voit que la gangrène est un peu en train de s'installer dans le règne de Viserys, et c'est évidemment représentatif de toutes les situations en train de s'envenimer, la situation avec Daemon, la situation avec Corlys, le mariage, la triarchie, tout ça, vous commencez à connaître la chanson. Sinon pour le reste de la scène, on a encore Otto qui se projette, comme à son habitude, puisque cette fois il dit que Lord Corlys, en proposant le mariage, fait preuve d'un peu trop d'ambition par rapport au roi, ce qui peut évidemment s'appliquer à lui, dans toutes les circonstances. Mais le Grand Maester Mélos résume très très bien la situation et les enjeux du mariage en expliquant que ça pourrait permettre aux deux familles d'enterrer la hache de guerre et de laisser derrière tout ce qui s'est passé avec le précédent du Grand Conseil de 101. Évidemment, Otto Hightower joue très bien le jeu puisqu'il va se ranger derrière l'opinion du Grand Maester en disant que ce raisonnement est très logique, histoire de pas paraître ni trop ambitieux ni trop suspicieux. Dernier petit détail dans l'attitude de Otto, j'aime beaucoup le fait que, de manière très sournoise, il mentionne quand même au roi que sa situation doit être dure, donc il fait preuve d'empathie, mais il lui dit surtout faire ça par devoir, pour bien lui signifier que ce serait un mariage politique probablement pas heureux, et pour lui rappeler qu'en fait derrière, Viserys a totalement le choix de sa future épouse, et c'est évidemment ce qu'il sera amené à faire à la fin de cet épisode. Et on arrive donc à la scène de rencontre entre Viserys et Laena Velaryon, celle qui retranscrit vraiment très bien ce malaise, la gênance de la situation dans laquelle se trouve le roi. Au cours de la discussion, Laena mentionne 2 des 3 dragons de la conquête, à savoir Balerion et Vhagar. D'ailleurs, c'est pas amené super bien, dans la mesure où elle dit oui, vous êtes le dernier à avoir chevauché Balerion, comme s'il n'était pas au courant, quoi. Enfin bref, en effet, Viserys a été le dernier à avoir apprivoisé Balerion et à l'avoir chevauché dans sa jeunesse, jusqu'à la mort du vieux dragon. Donc Balerion, pour rappel, c'est le dragon dont on voit le squelette, enfin le crâne, dans le premier épisode. C'était le dragon d'Aegon le Conquérant durant la conquête, et il était vraiment littéralement massif, c'était le plus grand de tous les dragons, parce qu'il faut savoir que les dragons continuent de grandir perpétuellement jusqu'à leur mort. Et après Balerion, elle mentionne également Vhagar, qui est un deuxième dragon de la conquête, et qui est donc, après la mort de Balerion et Meraxes, les 2 autres de la conquête, le plus vieux dragon vivant, et donc il a atteint la taille que Balerion avait lors de la conquête, ce qui me permet de vous dire que j'attends vraiment avec impatience qu'on puisse voir Vhagar à l'écran, parce que je pense que ça va vraiment être une bête gigantesque, et ça présage que du bon, quoi. D'ailleurs, à propos de Vhagar, j'ai remarqué quelque chose dans cette conversation, mais comme ça peut potentiellement spoiler, je vous invite, ceux qui le souhaitent, à aller jeter un coup d'œil dans la description, je noterai toutes mes remarques avec des spoilers potentiels dedans. Alors qu'est-ce que j'ai pu noter d'autre dans cette conversation ? Une phrase très évocatrice, très lourde de sens prononcée par Viserys, qui dit « J'imagine que même les dragons peuvent se sentir seuls. » Évidemment, la petite Laena pense qu'il parle toujours de Vhagar, mais Viserys est en réalité en train de parler de sa propre situation personnelle, en utilisant la périphrase de dragon pour se désigner, et en exprimant encore cette profonde solitude qu'il ressent depuis le décès de sa femme et de son fils, et du fait qu'il ne puisse pas s'ouvrir à qui que ce soit,
C'est exactement ce que je vous ai mentionné avant dans l'analyse de cet épisode et dans celui de la semaine précédente. Dernier petit détail qui m'a perturbé, dans le speech que Laena a appris par cœur de son père Corlys, elle utilise comme argument la pureté de leur sang valyrien. Bon, très honnêtement, je comprends pas trop ce qu'HBO est en train de nous faire là. Alors en effet, l'argument de la pureté valyrienne de la lignée, c'est un argument qui a souvent importé aux yeux des Targaryens, comme des autres familles valyriennes, hein. Cette volonté de pas trop se mélanger, de conserver ce patrimoine, qui justifierait une sorte d'élitisme ethnocentré, c'est un argument qui est pas nouveau, et qui peut avoir sa place lors d'une proposition de mariage, hein, qui a même très fortement sa place. Par contre, HBO a délibérément fait le choix de réécrire la maison Velaryon de sorte à ce qu'il présente plus une généalogie complètement valyrienne. Alors, je vais pas relancer le débat sur le casting de Corlys Velaryon, une décision a été prise, on peut être d'accord ou non, on peut trouver que ça a du sens ou non, mais par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi HBO entre en contradiction avec sa propre décision. Tu peux faire des choix d'écriture et de casting, mais va pas mettre en avant des arguments qui le remettent directement et de manière tellement évidente en cause. Faut être cohérent avec ta propre décision, quoi. Et même plus tard dans l'épisode, Lionel Strong en rajoute une couche. Il parle des Velaryon comme ayant une pure lignée valyrienne, et ils insistent bien là-dessus. Et voilà, j'ai un peu de mal à piger HBO sur ce coup-là. Peut-être qu'ils se disent que ça va passer, si tout le monde prétend que tout est normal et que c'est pas un souci. Peut-être qu'ils sont tout simplement en train de troller le public. Parce que ils doivent le savoir ce qu'ils sont en train de faire, quoi. C'est pas possible autrement. Quoi qu'il en soit, la scène s'enchaîne avec Rhaenyra qui observait son père et ruminait la situation. Et j'aime beaucoup la transition entre ces deux scènes, qui se fait très naturellement, sans cut. Ça donne de la continuité dans l'action, c'est cool. On a donc un dialogue entre les deux princesses, entre les deux Rhaenyra et Rhaenys. Et tout d'abord, les tapisseries, elles sont toujours là, je vous avais prévenu, j'arrive pas à ne pas les voir. Je sais pas s'ils avaient une réduc sur ce modèle à HBO ou au Donjon Rouge, mais bon, bref, c'est toujours assez marrant. Rhaenys tente donc de faire comprendre à Rhaenyra la situation en lui présentant ce qu'elle appelle l'ordre des choses. Bon, c'est une vision assez simpliste des choses hein, que nous propose Rhaenys là, mais ça reste cohérent avec la simplification du Grand Conseil de 101 que j'avais mentionné dans l'analyse de l'épisode 1. Parce que dans les livres, en fait, c'est pas vraiment par rapport à elle-même et un désir de vouloir être reine que Rhaenys a de la rancœur, mais plus par rapport au droit à la couronne qui est enlevé à son fils et qu'elle considère comme un droit légitime. D'ailleurs, les Velaryon considèrent que c'est leur fils cadet, Laenor, qui devait hériter de la couronne, et non pas leur fille aînée, donc ça prouve bien que c'est un peu plus compliqué qu'une simple injustice entre les genres, en fait. Mais bon, on a le droit à une réplique de Rhaenyra qui annonce vouloir changer cet ordre établi. J'ai pas spécialement de problème avec ça, mais juste encore une fois, ça me rappelle un peu trop la tirade de Daenerys, le fameux I'm gonna break the wheel, je vais briser la roue. Je sais pas si c'est volontaire, mais j'espère quand même qu'ils vont essayer de pas faire trop de parallèles entre ces deux personnages. Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis juste en train de me faire des idées. Mais en tout cas, Rhaenys a totalement raison dans son discours. D'après toutes les lois et tous les précédents juridiques du royaume, Viserys devrait en théorie nommer un futur fils héritier, et Rhaenyra devrait céder sa place. Et donc on voit commencer à germer des potentielles graines de discorde pour la suite des événements. Après ça, on a donc la dernière des deux scènes entre Alicent et Viserys. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense que tout à l'heure j'ai dit à peu près tout ce que j'avais en tête, mais voilà, j'aime beaucoup comment cette relation se développe dans la série, parce que dans le livre, dans Fire and Blood, on sait pas vraiment pourquoi ni comment Viserys choisit Alicent en fait. On sait juste que, en dépit des conseils de ses conseillers, il a pris unilatéralement la décision de se marier avec Alicent. Donc voilà, c'est cool dans la série d'étoffer un peu, de développer cette relation entre les deux. Mis à part ça, les quelques petits détails de cette scène que j'ai pu noter, on voit que Alicent est toujours très nerveuse et que dès qu'elle est nerveuse, elle commence à s'arracher la peau de ses doigts. Donc ça arrive au moment où Viserys mentionne le mariage, donc voilà, on sent qu'elle a quand même cette pression sur les épaules. Le deuxième fait, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc c'est le dragon cassé, c'est ce que je vous disais. Voilà, Viserys est cassé quelque part et Alicent est la seule à pouvoir réparer ce qui s'est brisé en lui. Et finalement, je vous disais tout à l'heure que Alicent était la seule personne autour de laquelle Viserys pouvait être vraiment lui-même. Ça se voit très nettement dans cette scène. Écoutez le changement de ton de Viserys quand il doit justement ne plus être lui-même et réenfiler son costume de roi. Come. Et si Viserys doit enfiler son costume de roi à nouveau, c'est pour une bonne raison, car il y a une situation de crise et on apprend que Daemon a en effet volé un œuf de dragon et qu'il s'est retranché à Dragonstone. Alors, dans cette scène, encore une fois, je suis super content qu'il parle en valyrien, c'est logique, puisqu'il parle avec ceux qui s'occupent des dragons, et les dragons sont originaires de Valyria. Il y a une petite mention intéressante de l'heure de la chauve-souris. Alors oui, en effet, à Westeros, les heures sont nommées par rapport à des noms d'animaux qui leur correspondent.
La chauve-souris, c'est après le coucher de soleil, le loup, c'est tard dans la nuit, enfin voilà. Encore une fois, c'est des petits détails, mais voilà, ça permet de donner de la profondeur à un univers, et je trouve ça très très cool. Autre chose, la réaction de Lyman Bisbury m'a vraiment fait rigoler. Il sort un petit Gods Be Good, c'est exactement comme dans l'épisode précédent quand il avait lâché un petit Dear Me. Vraiment, ce mec a les réactions les plus drôles de l'univers, quoi. Viserys, comme à son habitude, il essaye une nouvelle fois de désamorcer la situation, parce qu'en même temps il connaît son frère et il sait qu'il recherche juste de l'attention. Par contre, ce qui le fait changer d'avis, en fait, c'est quand il apprend que l'œuf qui a été volé est l'œuf de Dreamfire, donc celui qui était destiné à son fils, et ça rappelle évidemment la problématique de l'épisode précédent de l'héritier d'un jour. Il est prêt à pardonner beaucoup de choses à son frère, mais dès que ça touche à son fils héritier décédé, là, ça dépasse les limites. D'ailleurs, le fait que Dreamfire soit mentionné comme étant le dragon dont les œufs ont été volés, c'est pas non plus anodin, c'est un petit easter egg, sans mauvais jeu de mots, parce que dans les bouquins, en fait, des années et des années avant l'action qui est en train de se passer, une grande tante de Viserys, qui s'appelle Rhaena, s'était fait voler justement les œufs, vous l'aurez deviné, de Dreamfire. Donc voilà, c'est une petite référence interne, un petit clin d'œil à Fire and Blood. Viserys réagit donc enfin, il prend vraiment ses responsabilités, et ce qui est intéressant de voir, c'est que dès qu'il fait ça, il est directement évincé par Otto, donc il sape un peu son autorité royale. Évidemment, Otto a une motivation derrière. Il peut pas laisser Viserys y aller, parce qu'il sait très bien que Viserys et Daemon vont se réconcilier si jamais ils sont confrontés l'un à l'autre. Et l'objectif d'Otto, évidemment, c'est justement d'y aller, de faire capoter le processus de paix, et faire en sorte que Daemon soit écarté totalement de la cour. Mais c'est pas juste quelque chose de personnel pour Otto, il est vraiment convaincu, à tort ou à raison, que Daemon est un danger pour la couronne. Et on en vient au point culminant de cet épisode, la confrontation à Dragonstone. Et tout d'abord sur cette scène, il faut absolument que je parle de la cinématographie qui est vraiment monstrueuse. Entre l'arrivée dans la brume qui dévoile petit à petit Daemon, les plans larges du pont, l'apparition de Caraxès et même l'arrivée de Syrax qui arrive sous les nuages, tout est vraiment super joli. Alors il faut savoir que cette scène est complètement créée pour la série, ça se passe pas du tout de la même manière dans Fire and Blood. Dans l'œuvre, Daemon quitte effectivement la capitale quand Rhaenyra est désignée héritière et n'assiste pas justement à cette désignation. Il quitte la capitale avec Mysaria et Caraxès pour Dragonstone et il y reste 6 mois. Donc là, pour l'instant, ça colle à peu près. Mais à Dragonstone, Mysaria tombe enceinte et c'est à ce moment-là que Daemon récupère l'œuf. Le roi en a assez, il lui ordonne de rendre l'œuf, de virer sa prostituée, selon ses mots, et de retourner à sa femme, sinon Daemon sera considéré comme un traître. Daemon s'exécute, il retourne dans le Val auprès de sa femme, il envoie Mysaria dans les cités libres, mais en route elle perd l'enfant et Daemon développe une forte rancœur contre son frère à ce moment-là. C'est seulement plus tard qu'il en peut plus à force de rester dans le Val avec sa femme et qu'il décide de rejoindre Corlys. Personnellement, je trouve pas l'ajout de cette scène déconnant, ça colle avec les personnages et ça rajoute de la tension et des enjeux. Et en effet, Daemon cherche avant toute chose l'attention de son frère, c'est d'ailleurs la première chose qu'il demande à Otto. C'est presque un gosse à ce niveau-là. Et il se sent, à juste titre, quelque part floué de son droit d'hériter. J'ai beaucoup aimé la passe d'armes verbale avec Criston Cole qui fait suite à la passe d'armes réelle qu'ils avaient eue dans l'épisode précédent. Parce que s'il y a bien quelque chose que Daemon respecte, c'est la force. Et on peut voir la réaction de Daemon qui respecte justement cette réponse de Criston Cole qui se laisse pas marcher dessus. D'ailleurs au passage, j'aime beaucoup la posture de défiance et de combat de Daemon, c'est la même qu'il avait dans le tournoi contre Criston Cole et je trouve qu'elle est vraiment stylée avec Dark Sister à la main pointée vers l'ennemi. Par ailleurs, cette scène nous présente pour la première fois un Otto Hightower déstabilisé à son propre jeu quand il voit apparaître Caraxès. Ça se ressent surtout dans ses paroles en fait quand il crie à ses gardes « Chase the fucking steel », donc ranger le putain de fer. Voilà, c'est la première fois qu'on voit Otto un peu sortir de ses gonds et puis utiliser du vocabulaire très fort. L'utilisation de fucking est pas anodine. Et d'ailleurs, ça permet de rendre compte encore plus de la puissance et du caractère impressionnant qu'ont les dragons. Et au passage, à ce propos, j'ai vraiment envie de saluer le design de Caraxès que je trouve vraiment super cool. Caraxès, on n'en sait pas grand chose dans les livres, on sait juste qu'il est rouge et que son surnom c'est The Blood Worm, donc le wyrm de sang. Les wyrms, en fait, c'est une espèce qui est apparentée aux dragons, qui est très proche des dragons, mais qui ne possède pas de membres, pas d'ailes et pas de bras. Et donc en fait, ça en fait quelque chose de très très proche d'un immense ver de terre un peu dragonneux. D'ailleurs, c'est pas pour rien, parce que worm, c'est l'ancien mot anglais pour ver, qui a donné worm, le mot actuel pour ver de terre. Et les designers de Caraxès sont partis directement de ce surnom, et du coup, ils en ont fait quelque chose qui a cette allure un peu vert avec ce cou extrêmement long. Je trouve que ça rend super bien, que ça colle vraiment à l'idée qu'on pouvait avoir de Caraxès dans les livres. Et voilà, je tiens vraiment à les saluer parce que Caraxès est super badass. Au détail que j'ai pu remarquer,
Dans l'épisode précédent comme dans celui-là, Mysaria est toujours vêtue de blanc. Ça je pense que c'est une référence directe à son surnom, qui a jamais été évoqué en tout cas pour l'instant dans la série, qui est The White Worm, donc le ver blanc. Alors, dans les livres, elle a ce surnom à cause de son teint très pâle, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Mysaria, normalement, elle est lysaine, elle vient de la cité libre de Lys, et les habitants de Lys sont les descendants les plus proches, en tout cas d'un point de vue physique, des anciens habitants de Valyria. C'est-à-dire qu'ils ont le teint extrêmement pâle, ils ont les cheveux argentés et les yeux très clairs, donc dans les teintes violacées, voire bleues. Finalement, les plans d'Otto Hightower de faire complètement foirer le processus de paix tombent à l'eau avec l'intervention de Rhaenyra qui arrive sur le dos de Syrax, qui confronte Daemon parce qu'elle a évidemment complètement lu dans son bluff. Parce qu'elle connaît Daemon, elle sait que quelque part, à sa manière, il tient énormément à sa famille, à son frère et à elle-même, et qu'il ferait rien qui pourrait lui nuire. Donc cette scène nous permet également de développer un peu plus le personnage de Rhaenyra, son interventionnisme, et voilà, qu'elle a pas peur de faire des choses. Et son intervention sur le dos de dragon rappelle évidemment ce qu'elle disait, ce qu'elle préconisait en tout début d'épisode au conseil, qu'il fallait intervenir directement avec les dragons. On assiste ensuite à une discussion entre le roi et son maître des lois, c'est-à-dire son conseiller qui est chargé de la législation, de légiférer la parole du roi. Alors déjà, cette conversation m'a permis d'apprendre que son nom se prononçait Lionel et pas Lionel. Donc voilà, je m'excuse auprès de tous les Lionel qui regardent cette vidéo, je ferai plus l'erreur. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette scène, c'est le développement de personnages secondaires. On voit voilà que vraiment chaque personnage a son caractère, c'est pas juste des plots au conseil qui servent à rien. Et encore une fois, la représentation de Lionel Strong est vraiment très proche de celle qu'on a dans les livres. Lionel, c'est quelqu'un de très discret, qui s'exprime peu et qui s'exprime un peu mal, en parlant très lentement, et ça fait que les gens le sous-estiment grandement et le prennent souvent pour quelqu'un d'un peu bête, alors qu'en réalité il cache très bien son jeu puisqu'il a étudié à la Citadelle, il a failli devenir maître, et en fait il a juste choisi de ne pas le devenir parce qu'au final ça l'intéressait pas. Mais voilà, la série suit totalement cette ligne directrice puisque dans l'épisode précédent il est complètement sous-estimé, dès qu'il commence à prendre la parole elle est coupée directement par Otto Hightower, mais dans cet épisode on voit que sa parole compte énormément pour le roi et que ses conseils sont totalement avisés parce que effectivement il a raison sur toute la ligne, sur tout ce qu'il dit. La vraie décision que le roi aurait dû prendre c'était de se marier avec Laena Velaryon. Alors, je vais pas revenir dessus parce que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais il parle de la famille Velaryon en disant qu'ils descendent d'une lignée totalement pure valérienne. Bon, j'ai déjà dit tout à l'heure, je crois qu'HBO est un petit peu en train de se foutre de notre gueule quand même. Et finalement, dernière remarque sur cette conversation, il y a une phrase qui est prononcée par le roi, qui est tirée presque directement des livres, et je vais pas vous la commenter directement parce que ça pourrait spoiler, mais pour ceux que ça intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à aller checker la description. On a ensuite la deuxième conversation entre Rhaenyra et son père, le roi Viserys. Alors, je vais passer très brièvement dessus, parce que je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans leur première conversation. Juste, ce que je peux remarquer, c'est que Viserys, fidèle à lui-même, il est encore prêt à pardonner très rapidement à Rhaenyra d'être allé intervenir à Dragonstone. Et ma deuxième observation, c'est qu'on a enfin des gens qui communiquent et qui parlent de leurs problèmes. Et ça, c'est hyper rafraîchissant à voir à l'écran, ça fait hyper plaisir, parce que dans les films, j'ai l'impression que 90% des problèmes pourraient toujours être évités si les gens en parlaient. Donc voilà, merci HBO, ça fait vraiment super plaisir de voir une relation un peu normale et résoudre des conflits d'une manière normale. On va conclure cette vidéo avec le final, donc avec l'annonce du mariage et l'alliance entre Corlys et Daemon à Driftmark. Pour ce qui est de l'annonce du mariage, clairement, la série a fait ça pour le drama, et pour capitaliser là-dessus. Parce que en réalité, il y a vraiment aucune chance que Viserys n'ait pas prévenu en avance Corlys et Rhaenyra de ses intentions. Je veux dire, évidemment, une décision aussi importante et qui les concerne personnellement, il va pas lâcher ça devant tous les nobles, tout son conseil, et possiblement les humilier, sachant que la décision en elle-même est déjà, en quelque sorte, une forte humiliation. Cette annonce fait l'effet d'une bombe, évidemment c'est une erreur politique énorme de la part de Viserys, mais bon, on le connaît, on sait que voilà, la politique c'est pas vraiment son fort. On notera tout de même la réaction d'Otto Hightower et son grand sourire vraiment mesquin, j'ai adoré le jeu de Rice Evans là-dessus. Et la réaction de Rhaenyra par rapport à cette annonce et par rapport à Alicent nous fait comprendre tout l'intérêt que les scénaristes avaient à la vieillir et à faire en sorte que les deux filles avaient voilà, ce passé commun, ce qui va rendre la dynamique entre le roi et les deux filles encore plus croustillante pour la suite. Et on assiste donc finalement à un rapprochement entre Corlys Velaryon et Daemon Targaryen à Driftmark, qui est l'île et à la fois le fief de la maison Velaryon. Ce rapprochement est bien entendu dû au fait que les deux personnages se sont fait contrarier par le roi. On en apprend plus sur la backstory de Corlys, qui mentionne le Driftwood Throne, alors en français le trône de bois flotté, c'est effectivement le nom du trône de Driftmark. Driftwood, Driftmark, ça c'est du classique George Martin qui aime donner un thème et un champ lexical à chaque maison. Comme le mentionne Corlys, c'est bien lui qui a propulsé la maison Velaryon au sommet, en faisant d'elle la plus riche du continent, et c'est accessoirement lui qui a fait construire la nouvelle capitale de son île, High Tide, traduction littérale en français, marée haute.
On a le droit à une punchline incroyable de Daemon qui dit que être roi n'a jamais été le fort de son frère, et c'est pas tout à fait faux, hein, comme on a pu le voir, Viserys a énormément de qualités, mais malheureusement pas celles requises pour gouverner, ou en tout cas pour gérer les périodes de crise. J'ai également adoré vraiment la réplique de Daemon qui rappelle à Corlys sa place en lui disant qu'il peut se permettre de critiquer son frère, mais pas Corlys. Ça rappelle la scène du conseil de l'épisode précédent où tout le monde appelle le roi Your Grace, sauf Daemon qui l'appelle Brother. J'aime tellement la dynamique entre les deux frères. Daemon et Viserys ont été écartés à cause d'un concours de circonstances, voire d'incompréhension, mais ils tiennent quelque part tous les deux l'un à l'autre. Finalement, Corlys déclare à Daemon qu'ils sont similaires, des deuxièmes fils du royaume qui n'obtiendront rien qu'ils ne prendront pas eux-mêmes, et c'est exactement la critique que Daemon faisait d'Otto dans l'épisode 1. On termine sur une très belle mise en parallèle de Daemon et de Kragas Drahar, avec 4 plans alternés de l'un et de l'autre, en miroir, donc l'un qui regarde vers la gauche, l'autre qui regarde vers la droite, comme s'ils se faisaient face, pour laisser présager leur opposition. Au passage, je trouve le design de Kragas Drahar hyper impressionnant, il est vraiment menaçant et j'ai vraiment hâte de le voir à l'œuvre. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas à lâcher votre avis sur l'épisode 2, et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 3. Je vous dis Valar Morghulis, et à la prochaine, bye.